Merci. Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer par respect là, pour tous ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc, sinon, d'autres vont pouvoir se joindre à nous au cours de la soirée. Donc, merci beaucoup là, de votre présence ce soir à cette conférence. Et puis, je voudrais aussi prendre le temps de remercier l'Association des résidents du Lac-des-Piles, particulièrement Mme Joanne Amiel, là, pour son invitation là, à donner cette conférence ce soir. Donc, ça me fait plaisir là, de venir vous parler du projet qui est présentement en cours sur le suivi des pêches qui ont lieu là, au lac des Piles. Donc, on va parler là, plus particulièrement de ce projet-là ce soir, mais je vais aussi aborder là, différentes thématiques. Par exemple, on va parler un peu aussi de la réglementation qui encadre la pêche au lac des Piles. Je vais aussi aborder avec vous différentes techniques efficaces pour remettre adéquatement un poisson à l'eau pour favoriser sa survie. On va parler aussi un petit peu des espèces exotiques envahissantes qu'on entend de plus en plus parler. Et puis, je vais terminer aussi là, avec une petite note sur l'importance de laver nos embarcations nautiques. Donc, la conférence ce soir va être environ d'une durée de 30 minutes. Puis, elle sera suivie d'une période de questions là, à peu près de 30 minutes également. Donc, pour les besoins de la conférence, j'ai volontairement là, coupé le son des micros. Donc, je vous demanderai de, s'il vous plaît, les garder fermés jusqu'à la période de questions. Donc là, à la période de questions, là, vous allez pouvoir ouvrir vos micros là, le cas échéant. Je voulais également vous mentionner que la présentation, elle est présentement enregistrée. Donc, pour ceux qui ne sont pas présents ce soir, ils vont pouvoir la réécouter ultérieurement. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas se voir à l'écran, là, en fait, sur le côté, il y a des petites vignettes on voit les figures. Donc, juste fermez votre caméra si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage là, pendant l'enregistrement. Et puis, pour les questions, en fait, pour la période de questions, je vais y revenir plus tard, là, mais ce serait important aussi d'utiliser l'espace chat que vous avez au bas de votre écran. Donc, vous pouvez écrire vos questions textuellement. Puis, à la fin, là, en parlant de la période de questions, on va y revenir une par une. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Lauriane Bonin. Moi, je suis coordonnatrice de projet chez Bassin Versant Saint-Maurice depuis 2016. Moi, je suis biologiste de formation. Puis, chez BVSM, là, je m'occupe de la coordination de projet, mais aussi je suis responsable là, des communications dans l'organisme. Ce soir, également présente avec nous Sarah Maud Trudel, qui est technicienne en environnement chez BVSM pour tout l'été. Sarah Maud, elle est technicienne de la faune de formation. Puis c'est elle qui va réaliser, en fait, qui est en train de réaliser là, une grande partie des enquêtes de pêche qui sont présentement en cours au lac des Piles. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà aperçu là, dans la chaloupe là, à se promener, puisque le projet est déjà amorcé. Ce soir aussi, on a la présence de Mme Stéphanie Chabrun, qui est directrice générale de Bassin Versant Saint-Maurice et qui sera là, mon support technique pour la soirée. Donc, elle va vraiment me donner aussi un bon coup de main pour la gestion de la période de questions. Donc, si vous éprouvez des difficultés techniques au cours de la soirée, seulement l'écrire dans l'espace chat, puis Stéphanie va essayer à distance là, de vous donner un coup de main. Donc, pour débuter la conférence, je vais vous parler un petit peu de Bassin Versant Saint-Maurice. En fait, nous, on est un organisme à but non lucratif. On est un organisme de bassin versant. On fait partie d'un réseau de 40 organismes de bassin versant au Québec. Et notre mission à nous, chez BVSM, c'est vraiment d'offrir notre expertise à la communauté afin d'améliorer la qualité de l'eau et les écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. Donc, le territoire de la rivière Saint-Maurice, il est vaste. En fait, il faut comprendre que la rivière Saint-Maurice, elle prend sa source dans le réservoir Gouin. Et puis, elle se déverse là, à la hauteur de Trois-Rivières. Donc, en tout, le bassin versant là, couvre une superficie là, de plus de 42 000 km². Le bassin versant aussi couvre 7 régions administratives, dont la principale, c'est la Mauricie. On a aussi également sur notre territoire d'intervention 26 municipalités et villes qui sont en partie ou en totalité sur le territoire. On a 3 communautés autochtones et on a plus de 36 000 lacs dans le bassin versant. Donc, c'est quand même pas négligeable.
Donc, le mandat des organismes de bassin versant en général, c'est vraiment de réaliser un plan directeur de l'eau, communément appelé un PDE, et de coordonner la mise en œuvre des actions qui sont déterminées dans cet outil d'aide à la décision. Donc, un plan directeur de l'eau, en fait, c'est un document qui est en fait divisé en plusieurs parties. Dans le fond, la première partie, c'est ce qu'on appelle le portrait. Donc, on va vraiment faire le portrait environnemental du territoire. Par la suite, on a une section qui s'appelle le diagnostic. Donc, dans le diagnostic, c'est vraiment là qu'on va cibler les problématiques environnementales qu'on retrouve. Et puis, on a également un plan d'action. Donc, c'est vraiment les actions qu'on veut mettre en place pour essayer de pallier un peu aux problématiques environnementales qui sont identifiées dans notre diagnostic. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a 36 000 lacs sur notre territoire d'intervention. Donc, c'est difficile pour nous d'avoir des données, de savoir vraiment ce qui se passe sur ces 36 000 lacs-là. Donc, ça a été vraiment identifié comme étant une problématique dans notre plan directeur de l'eau, le fait qu'on manque de connaissances sur les populations de poissons dans les plans d'eau de notre territoire, dû vraiment au nombre de lacs et de cours d'eau qu'on retrouve. Donc, on s'est doté d'un objectif qui est vraiment d'acquérir des connaissances sur les populations de poissons dans les plans d'eau. Et pour ce faire, c'est vraiment de documenter l'état des communautés de poissons, de leurs habitats et également des frayères. Donc, dans cette optique-là, on a décidé de mettre sur pied un projet de suivi des pêches au lac des Piles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de pêche sportive qui vont sur le lac des Piles pratiquer la pêche. Donc, les objectifs de notre projet, c'est vraiment d'approfondir nos connaissances à propos des différentes espèces de poissons d'intérêt pour la pêche sportive au lac des Piles. En fait, c'est aussi le but en fait, de notre projet, c'est pas de mettre plus de réglementation au lac des Piles ou d'interdire la pêche, aucunement. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'approfondir nos connaissances et de savoir comment vont les communautés de poissons. Est-ce que les communautés sont en bonne santé ou peut-être qu'on peut voir que peut-être que certaines espèces vont moins bien. Donc, c'est vraiment pour avoir un état général de leur santé. Deuxième objectif du projet, c'est vraiment de connaître la satisfaction des pêcheurs à l'égard de la qualité de la pêche sur le plan d'eau. Donc, est-ce que les pêcheurs sont satisfaits de la pêche? Est-ce qu'ils ont remarqué des différences au cours des dernières années? Est-ce que la qualité de la pêche, elle est meilleure? Est-ce qu'elle est moins bonne? Donc, on veut vraiment avoir leur opinion par rapport à ça. Donc, je vais vous parler un petit peu du protocole qu'on a utilisé, on est en train d'utiliser en fait pour faire le suivi des pêches au lac des Piles. C'est un protocole qui a été développé en partenariat avec le ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Donc, c'est vraiment eux qui ont mis en place là, le protocole d'échantillonnage qui a déjà fait ses preuves sur d'autres plans d'eau. Donc, ça a déjà été utilisé par le passé. Donc, le suivi a débuté le 1er juillet et il va se terminer le 13 septembre 2020. En fait, on a vraiment ciblé ici la période qu'on peut pêcher le touladi, donc la truite grise. On va revenir tout à l'heure sur cette espèce-là qu'on retrouve au lac des Piles. Donc, on a vraiment ciblé cette période-là pour effectuer nos enquêtes de pêche. Donc, c'est évident que pour nous, c'est impossible d'être là à tous les jours là, pour aller faire nos enquêtes. En fait, on a ciblé 25 jours au cours de la période. Donc, 25 jours, c'est vraiment un échantillon qui est quand même représentatif, là, qui représente assez bien les journées de pêche qui sont faites au lac des Piles. Et on a ciblé des journées autant de semaines que de fin de semaine, autant des journées où il y a des vacances, ou à l'ouverture de la pêche, on était là également. Donc, pour vraiment avoir une bonne représentativité là, de toute la saison. Les entrevues de pêche se déroulent en 4 blocs. On fait un bloc le matin, un l'avant-midi, un l'après-midi, puis un le soir pour vraiment couvrir toute la journée là, quand on fait une journée d'enquête de pêche. Puis, le but de ça, c'est vraiment d'avoir des informations sur c'est quoi les poissons qui sont capturés, par exemple les espèces, la taille, le poids des poissons si c'est possible. Savoir aussi quelles sont les espèces qui sont conservées et qui sont remises à l'eau, le nombre de chacune des espèces. Puis, on va poser aussi quelques questions là, aux pêcheurs, là, savoir est-ce qu'ils aiment la pêche, est-ce qu'ils ont remarqué des changements au cours des dernières années. Donc, comment on va faire ça? C'est en fait, pour avoir les données, c'est divisé en 2 volets.
Le premier, c'est en fait Sarah Maud, quand elle réalise ses entrevues. En premier, avant de réaliser les entrevues, elle va, au début de son bloc, elle va dénombrer le nombre de pêcheurs. Donc, elle va se rendre sur le lac, puis elle va compter le nombre d'embarcations, le nombre de pêcheurs, le nombre de lignes à l'eau. Elle va aussi inclure là-dedans les gens qui pêchent sur le bord. Donc, les gens qui pêchent sur leur quai sont également inclus. Donc, c'est pour avoir vraiment un nombre total de pêcheurs à la même heure qui vont pratiquer la pêche sportive. Par la suite, individuellement, Sarah Maud va se rendre sur chacune des embarcations, à chacune des personnes, pour vraiment réaliser des entrevues individualisées auprès des pêcheurs. Et c'est là qu'elle va poser ces questions, à savoir les espèces, le nombre de poissons capturés et la satisfaction. Après avoir terminé son entrevue auprès des pêcheurs, Sarah Maud remet un carnet du pêcheur. Donc, un carnet du pêcheur, c'est vraiment pour recueillir les informations au sujet des pêches qui vont être effectuées dans la même journée par un même groupe de pêcheurs, mais après l'enquête. Donc, si, par exemple, Sarah Maud est sur le lac le matin, elle rencontre un groupe de pêcheurs, ça se peut que les personnes n'aient pas encore capturé de poissons ou très peu, mais toute la journée qu'ils vont rester au lac, mais ils vont pouvoir ainsi colliger les données qu'ils vont avoir, les poissons qu'ils vont avoir capturés au cours de la journée. Donc, un carnet du pêcheur, c'est bon pour seulement une seule journée. Donc, si, par exemple, vous allez une autre journée sur le lac des Piles, puis vous rencontrez une autre fois Sarah Maud, bien, elle va vous remettre un second carnet du pêcheur. Donc, c'est vraiment une journée, un carnet. Et puis, en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a su un peu que les gens qui vont à la pêche, mais qui ne capturent pas de poissons, se disent « Ah, ben ça ne vaut pas la peine que je remplisse le carnet parce que je n'ai pas pris de poisson, je n'ai pas de données. » Mais au contraire, nous, on la veut, cette donnée-là. Donc, si vous avez passé toute la journée sur le lac des Piles à essayer de capturer un touladi et que ça n'a pas réussi, mais on veut savoir. Donc, juste inscrire 0, l'espèce que vous avez visée, et nous remettre le carnet. Donc, c'est une information qu'on désire avoir. Et même si vous ne la remettez pas la journée même, que vous la remettez une semaine après ou 2 semaines après, il n'y a pas de problème. On a jusqu'au 13 septembre là, pour aller chercher nos données. Puis, en fait, on a mis un petit incitatif pour inciter les gens là, à participer puis à compléter le carnet. En fait, on va faire tirer une carte cadeau de 50 chez Villemur Chasse et Pêche pour chaque carnet complété. Donc, si vous avez complété 3 carnets au cours de votre saison, bien, vous avez 3 chances de gagner. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces belles données-là? En fait, ça va être possible pour nous de calculer plusieurs paramètres qui vont nous donner une bonne indication de la santé des populations de poissons dans le lac. Donc, on va être capable là, de calculer, par exemple, l'effort de pêche par jour. Donc, combien d'heures par jour il y a des pêcheurs qui pratiquent la pêche. Et le succès de pêche par espèce. Donc, combien de poissons qui sont capturés à l'heure ou combien de poissons qui sont capturés par journée. Quelles espèces elles sont ciblées. Donc, c'est vraiment toutes ces données-là là, qui vont pouvoir nous donner vraiment un portrait global de la santé des communautés de poissons. Et une petite note aussi, dans le carnet, on vous invite également à inscrire vos coordonnées. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez participer au concours, ben c'est juste d'inscrire correctement vos coordonnées pour qu'on puisse vous rejoindre. Comment on peut le remettre, ce carnet-là? En fait, il y a 3 façons de le faire. Sarah Maud là, a fabriqué là, deux boîtes là, pour faire le dépôt des carnets. Elles sont disposées à l'entrée de la marina du lac des Piles, puis on en a une seconde également au camping de la baie Martin. Donc, vous pouvez aller physiquement porter votre carnet là, à la fin de votre journée de pêche. Sinon, vous avez également la possibilité de nous le faire parvenir par la poste. Donc, j'ai mis l'adresse notre adresse postale ici sur la présentation. Et une autre façon aussi très simple, c'est de nous l'envoyer par courriel. Donc, tout le monde presque a un téléphone intelligent, une tablette, un appareil photo. Donc, on peut prendre juste une photo du carnet à l'intérieur des données. Assurez-vous, par exemple, que les données sont lisibles sur la photo pour que ce soit valide. Puis, vous pouvez nous l'envoyer par courriel. Donc, j'ai mis l'adresse de Sarah Maud ici pour nous l'envoyer facilement. Donc, ça prend quelques minutes. Puis, on peut avoir les données de cette façon-là.
Donc, les données qu'on va récolter vont être compilées et on va également le produire un rapport à l'automne. Donc, je vous invite déjà à mettre à votre agenda. Enfin, on n'a pas encore la date, là, mais vous réservez un moment là, en octobre ou en novembre. On va sûrement se revoir parce que j'aimerais bien vous représenter, en fait, les conclusions de l'étude et les principaux résultats. Donc, dans un second webinaire là, au cours de l'automne, je vais en discuter avec Joanne pour une date, mais ça devrait être autour là, de octobre-novembre que les données vont être disponibles. Puis aussi, tous ceux qui vont avoir complété le carnet du pêcheur, qui vont avoir mis leurs coordonnées, on va également transmettre les conclusions de l'étude directement là, aux gens qui ont manifesté de l'intérêt à avoir les résultats. Donc, c'est vraiment ça qui fait le tour vraiment du projet en tant que tel là, qui a présentement lieu au lac. Maintenant, je vais parler un peu de la réglementation en lien avec la pêche. Donc, première des choses, quand on va à la pêche, c'est important de savoir les règlements qui y sont associés, dans quelle zone on se trouve, quelle espèce on peut capturer, le nombre qu'on peut prendre, est-ce qu'il y a des longueurs de poissons standards ou est-ce qu'il y a des longueurs qu'on doit remettre à l'eau. Toutes ces informations-là sont facilement disponibles sur le site du gouvernement. Je vous ai mis l'adresse en bas, c'est une carte interactive, c'est super facile, vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer le lac ou le cours d'eau que vous voulez aller. C'est important parce que c'est votre responsabilité. Donc, si vous faites accoster par un agent de la faune puis vous dites « je ne le savais pas », ça ne fonctionne pas. Donc, il faut le savoir d'avance. Puis maintenant, on a des outils assez actuels pour le faire. Puis c'est important aussi de le faire à chaque année parce qu'à chaque année, il y a des nouvelles spécificités sur certains plans d'eau. Donc, d'aller revoir, par exemple, les dates, où est-ce qu'on peut aller à la pêche. Donc, c'est très, très important. Moi, en fait, ce soir, là, je vous ai facilité un peu la tâche. Là. Je suis allée vraiment chercher la réglementation pour le lac des Piles. Et puis, en fait, le lac des Piles est situé là, dans la zone 26. Et puis, dans la zone 26, en fait, il y a plusieurs lacs et cours d'eau. Donc, en fait, là, je vous ai sorti là, la liste là, des principales espèces d'intérêt sportif qu'on retrouve dans le lac. En fait, c'est des espèces qui ont été auparavant recensées. Je vous ai mis un petit astérix au côté du doré jaune parce que je vais vous parler un peu de chacune de ces espèces-là ce soir. Mais le doré jaune, en fait, c'est qu'il y a un peu un mythe autour de cette espèce-là dans le lac là, parce qu'il n'a jamais été recensé en fait par le ministère de la Faune, mais certains l'ont aperçu ou en ont pêché. En fait, je vais en faire un petit topo là-dessus, là, voir, je vais vous parler un peu de la réglementation. Si, par heureux hasard, quelqu'un capture un doré jaune au lac des Piles, on aimerait bien le savoir. Puis en fait, ben, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Une petite note aussi sur l'utilisation, la possession d'appâts de poissons morts ou vivants pour la pêche. Maintenant, c'est interdit de pêcher avec des petits ménés qui soient morts ou bien vivants. C'est pas autorisé. Pourquoi? Souvent, on utilisait ça pour la pêche sur la glace. Maintenant, c'est interdit parce que c'est pour éviter la prolifération d'espèces qu'on ne veut pas dans certains lacs. Donc, souvent, les gens capturaient des petits ménés, ils ne savaient pas trop c'est quoi l'espèce, puis allaient pêcher avec ça. Certains survivaient, puis ça venait un peu envahir des lacs. Notamment, on pense là, à la carpe, les carpes asiatiques, la carpe de roseau particulièrement, qui commence un peu son entrée au Québec. Donc, c'est vraiment en lien avec ça qu'ils ont interdit complètement l'utilisation d'appâts de ménés pour la pêche. Une chose aussi importante, c'est interdit de laisser une ligne sans surveillance quand on va à la pêche. Donc, quand vous allez à la pêche, il faut toujours que vous ayez un œil sur votre ligne, que ce soit en embarcation ou que vous pêchez sur le bord de l'eau. Donc, si vous mettez votre canne à pêche sur le bord du quai, puis vous allez vous chercher à dîner ou aller dîner à l'intérieur, puis que votre ligne est sans surveillance et qu'il y a encore une fois quelqu'un qui passe, un agent de la faune, vous pouvez avoir une amende. Donc, il faut toujours avoir un œil sur sa ligne. Et c'est seulement une ligne par pêcheur. Donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs cannes à pêche là, pour aller à la pêche. Donc, on va faire ensemble un petit tour d'horizon de chacune des espèces que c'est possible de capturer au lac des Piles. La première, et non la moindre, le touladi, donc communément appelé la truite grise. C'est quand même un poisson qui peut venir quand même d'une très grande taille, qu'on retrouve, en fait, c'est un poisson de fond, donc il vit vraiment dans le fond du lac où les températures sont froides et bien oxygénées. Donc, c'est un poisson, ça fait partie de la famille des salmoninés, donc des truites. Donc, c'est un poisson qui aime beaucoup les eaux qui sont bien oxygénées et froides.
On peut en fait là, conserver seulement 2 touladis, donc 2 truites grises quand on cible cette espèce-là. Et on peut garder seulement les poissons là, de 45 cm et plus de longueur. Donc, tous les poissons en bas de 45 cm doivent être obligatoirement remis à l'eau. Et la période pour capturer ce poisson-là, c'est du 1er juillet 2020 au 13 septembre 2020. J'insiste sur le 2020 parce que les dates peuvent changer d'une année à l'autre. Par exemple, cette année, on a eu la surprise que la truite grise, en fait, sa date a été extensionnée d'1 semaine. Avant, ça fermait autour de la fête du travail. Maintenant, ils ont mis 1 semaine de plus pour la pêche. Donc, encore une fois, c'est important à chaque année d'aller revoir les dates parce que ça peut changer. Deuxième espèce, qui est quand même assez prisée par les pêcheurs sportifs au lac, c'est vraiment la chia à petite bouche. Donc, c'est un poisson qu'on peut retrouver aussi plus sur le bord de l'eau, donc il est moins en profondeur. C'est un poisson qu'on peut capturer là, en fait depuis le 19 juin, puis c'est jusqu'au 30 novembre. La limite de possession, c'est 6 poissons, puis il n'y a aucune limite de taille. Donc, les petits comme les gros, vous pouvez les conserver. Ensuite, la perche chaude, une espèce aussi qui peut être visée, qu'on peut capturer. Donc, on peut, depuis le 24 avril et ça jusqu'au 30 novembre. La limite, c'est 50 la possession. Puis, encore une fois, il n'y a aucune limite de taille pour cette espèce-là. Le doré jaune, donc depuis le 15 mai jusqu'au 30 novembre, on peut en conserver le 6 en tout. Et la particularité de cette espèce-là, c'est qu'on peut conserver seulement les poissons qui mesurent entre 32 et 47 cm. Donc, tous les poissons en bas de 32 cm, on doit les remettre à l'eau. Donc, c'est les petits poissons. Et les 47 cm et plus, on doit les remettre à l'eau. En fait, c'est les gros géniteurs. Donc, on veut que la population, s'il y en a, se conserve. Là. Donc, tous les dorés jaunes de plus de 47 cm doivent être remis à l'eau obligatoirement. Et pour ce qui est des autres espèces, comme le crapet de roche, la barbotte brune, la lotte, il n'y a aucune limite de taille, aucune limite de capture. Et puis là, on a encore une fois jusqu'au 30 novembre là, pour les pêcher. Maintenant, je vais faire un petit mot là, sur les saines techniques de remise à l'eau des poissons. Donc, ce n'est pas seulement le fait de remettre un poisson à l'eau, mais c'est vraiment de favoriser sa survie. Donc, le ministère, encore une fois, a dressé une liste de petites mesures simples qu'on peut suivre pour ainsi favoriser la survie des poissons. Puis là, je vais vous les lister là, une par une là, rapidement là, pour vous donner une idée de comment on peut favoriser la survie d'un poisson quand on va à la pêche. La première des choses, c'est d'utiliser un hameçon qui est simple, donc un seul crochet comme ça, et non des trépieds, comme on appelle, avec un triple hameçon, parce que souvent, les triples hameçons, c'est plus difficile à décrocher, donc encore une fois, c'est plus de manipulation. Donc, si on sait qu'on veut remettre des poissons à l'eau, d'utiliser un hameçon qui est simple, si possible, sans ardillon. Donc, quand on regarde un hameçon, il y a toujours un petit crochet en haut, qui permet au poisson de plus s'accrocher. Donc, on peut en acheter sans ardillon ou bien avec une pince, on peut l'écraser. Donc, ça va aider là, quand on veut décrocher le poisson plus rapidement pour pas qu'il reste pris trop longtemps. Au niveau de l'épuisette, on va favoriser une épuisette avec des mailles qui sont en caoutchouc et non en corde, et des petites mailles sans nœud, pour pas, encore une fois, que les branchies des poissons ou les nageoires se prennent là, dans le poisson quand on vient pour le puiser. Éviter la pêche avec la remise à l'eau quand la température de l'eau est trop chaude. Donc, quand l'eau est chaude, les poissons, habituellement, aiment moins ça. Tout à l'heure, quand je parlais du touladi, la truite grise, c'est un poisson de fond qui vit dans le fond de l'eau, qui aime les eaux froides. Puis, donc, là, quand on remonte le poisson dans l'eau chaude, bien, la truite, elle n'aime pas trop ça. Donc, s'il fait 40 degrés Celsius dehors, encore une fois, si vous sortez de l'eau, bien là, vous diminuez encore une fois ses chances de survie. Ayez tout le temps l'équipement à portée de main. Quand vous allez à la pêche, avoir votre pince prêt, votre canne à pêche est prête, votre épuisette. Donc, des fois, on est pressé, on commence à pêcher, on capture un poisson, là, on cherche, on essaie de trouver l'épuisette dans la pince, puis là, bien, chaque seconde compte.
Donc, il faut être conscient aussi qu'un poisson en dehors de l'eau, c'est comme nous quand on a la tête en dessous de l'eau. Donc, chaque seconde, là, il manque d'oxygène, ben, ça peut faire qu'il peut ne pas survivre. Donc, limiter aussi la durée du combat le plus possible, puis éviter là, de pêcher en profondeur là, si justement il fait trop chaud. Évitez aussi, quand vous prenez le poisson dans vos mains, de toucher aux parties sensibles. Toucher aux yeux, toucher aux branchies. Donc, encore une fois, pour vraiment limiter les contacts, donc le moins possible. Et aussi maintenir le poisson le plus longtemps possible, en fait, dans l'eau. Donc, tout peut se faire dans l'eau. Quand je parle aussi à la truite grise, faire attention quand vous la puisez. En la remontant, vous voyez qu'elle est trop petite, elle est à mesure, mettons, 20 cm. Vous voyez que vous allez la remettre à l'eau. Ce n'est pas nécessaire de la sortir au complet. Donc, si vous avez fait attention, vous pouvez faire vos manipulations dans l'eau. Puis ça va vraiment favoriser sa survie. Retirez l'hameçon délicatement, puis n'ayez pas peur non plus de couper le fil de votre canne à pêche si l'hameçon est pris trop profondément dans le fond de la bouche du poisson. Des fois, on va s'acharner à essayer de l'enlever, mais des fois, on est mieux de couper le bout de fil puis de laisser aller le poisson le plus rapidement possible dans l'eau. Puis avant de le lâcher, le poisson, là, il vient de se faire capturer, il est un petit peu ébranlé. Ce n'est pas nécessaire là, de faire des mouvements là, super rapides de va-et-vient puis de le secouer dans l'eau. Donc, c'est juste de le tenir en place, puis à un moment donné, il va reprendre ses esprits puis il va partir de lui-même. Donc, ce n'est pas nécessaire là, de vraiment là, le secouer là, pour qu'il reprenne ses esprits. Au contraire, on risque peut-être plus d'y nuire qu'autre chose. Maintenant, je vais parler un petit peu des espèces exotiques envahissantes. Donc, on entend de plus en plus parler de ces espèces-là, mais à quoi ça consiste en fait? C'est vraiment des espèces qui peuvent être d'origine végétale ou ça peut être des animaux, peuvent être aquatiques ou bien terrestres, puis c'est des espèces qui ont été introduites à l'extérieur de leur aire de répartition d'origine. Donc, c'est des espèces, si je prends l'exemple du Québec, qui ne viennent pas du Québec. Ils peuvent venir d'ailleurs au Canada, des États-Unis. On en voit aussi qui viennent de l'Europe, de l'Asie. Donc, ce n'est pas des espèces d'origine indigènes. Le problème, c'est que leur propagation, c'est vraiment une menace pour les écosystèmes, puisqu'ils ont la capacité de coloniser un milieu rapidement. Puis ça, c'est au détriment de la biodiversité locale. Donc, quand elle arrive quelque part, cette espèce-là, elle prend la place, elle l'envahit, puis on ne voit plus d'autres espèces. C'est vraiment elle qui va prédominer. Donc, les impacts négatifs des espèces exotiques envahissantes, première des choses, perte de biodiversité. Ça peut aussi modifier les habitats pour d'autres espèces qui vivent là, par exemple les animaux. Donc, si dans un cours d'eau, j'ai des espèces exotiques envahissantes, mais ça peut nuire aux poissons ou aux autres animaux qui y vivent. Ça peut fragiliser également les berges. Donc, au lieu d'avoir une communauté de végétaux qui sont différents, des arbres, des arbustes, des herbacées avec des racines différentes qui vont retenir mon sol, mais si j'ai juste une seule sorte d'espèce, par exemple, ici, j'ai mis l'image de la renouée du Japon, qui fait, quand on retrouve des grandes colonies sur le bord des cours d'eau, ça fait que ça les fragilise parce que les racines sont à la surface, puis ça retient moins les rives. Et ça peut aussi modifier le paysage. Je voulais vous parler particulièrement d'une espèce qui est quand même assez préoccupante dans plusieurs régions du Québec et qui s'en vient aussi préoccupante en Mauricie. Donc, le fameux myriophile à épis. Donc, c'est une espèce végétale qui vit dans l'eau. Puis, cette espèce-là a été largement documentée, là, notamment au lac à la Tortue. Il y en a d'immenses colonies. Et ce qui est particulier avec cette espèce-là, c'est qu'elle a une très, très grande capacité d'adaptation. On la retrouve dans plusieurs types de milieux, en eau froide, en eau plus chaude, différentes températures, différentes conditions. Et puis, elle est vraiment là, très, très envahissante. En fait, il n'y a pas de technique à ce jour efficace pour l'éradiquer à 100%. Donc, une fois qu'elle est établie dans un milieu, c'est pratiquement impossible de s'en débarrasser. Et puis, ça prend juste un petit fragment, un petit bout de feuille, un petit bout de branche de cette espèce-là pour que ça envahisse un cours d'eau. Et malheureusement, une fois qu'elle est présente, comme je le disais, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, c'est important aussi de miser sur la prévention de cette expansion-là parce qu'on le sait, par exemple, dans les Laurentides, il y a beaucoup de lacs affectés et en Abitibi aussi également. Donc, la Mauricie n'y échappe pas malheureusement. Donc, si on va faire attention à nos lacs, il faut vraiment y aller avec la prévention.
Donc, ça m'amène à ma petite note sur le lavage des embarcations nautiques. Donc, au lac des Piles, depuis le 1er mai 2019, il est obligatoire de laver toutes les embarcations qui sont motorisées et non motorisées qui naviguent sur le lac des Piles. Donc, que vous ayez une embarcation avec un moteur, un kayak, un canot, tout doit, un sidou, donc tout doit être lavé par un poste de lavage qui est certifié par la ville de Shawinigan. Donc, il y a seulement là, quelques exceptions, là, comme les planches à rames, les planches à voile et quelques accessoires qui ne sont pas inclus dans la réglementation. Donc, tout le reste doit être lavé avant d'aller sur l'eau. Donc, les gens doivent se procurer un certificat de lavage là, avant d'aller naviguer sur le plan d'eau. Les résidents peuvent avoir là, ce qu'on appelle une vignette ou un certificat d'usager qui est valide pour la saison. Par exemple, si votre embarcation reste toute la saison sur le lac, bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le laver une seule fois au début, puis s'il ne sort pas, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, vous décidez de prendre votre embarcation et d'aller faire un tour sur le fleuve une fin de semaine, puis de revenir, il faut malheureusement le relaver une seconde fois. Donc, si vous sortez à l'extérieur, vous devez le laver avant de le remettre sur le lac. Encore une fois, c'est vraiment pour de la prévention, pour éviter justement que des espèces comme le myriaphile aipi envahissent le lac. Donc, avant de conclure, j'aimerais seulement remercier là, nos partenaires là, pour le projet là, en cours du suivi des pêches, notre partenaire financier qui est le gouvernement du Québec. J'aimerais aussi remercier là, la collaboration de nos deux partenaires, soit l'Association des résidents du lac des Piles, particulièrement Mme Joanne Hamel et M. Guy Pilon là, pour tout le prêt de matériel là, qui est en support à Sarah Maud cet été. Donc, merci beaucoup à Joanne aussi pour la diffusion d'informations auprès de ses membres. C'est très, très apprécié. Je voudrais également remercier l'organisme Vision Saint-Maurice qui nous donne un bon coup de main aussi là, pour faire la promotion auprès de leurs membres, pour les inciter là, à collaborer puis à compléter là, les carnets du pêcheur. Donc, nous serions déjà rendus là, à la période de questions. Donc, je vous inviterai là, à inscrire vos questions dans la boîte de chat. Puis Stéphanie là, va me les lire. Et puis, en fait, bien, si le besoin est, on pourra allumer un micro là, si vous voulez là, compléter votre question ou si vous avez d'autres questions par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, je suis prête, Stéphanie, là, pour les premières questions. Parfait. Bien, bravo, Lauriane, pour cette présentation. Pour le moment, je ne vois pas de questions inscrites. Peut-être que c'est plus facile pour les gens de désactiver leur micro puis de parler là, de vive voix. Donc, gênez-vous pas. On est entre nous, là. C'est pas gênant. Bien, moi, je vois deux questions. Sur la boîte de oui. dialogue? T'es-tu sérieuse? Oui! Ben, je peux les lire, en fait. Ben oui, parce que moi, je vois absolument... Ah, ça vient de s'afficher de Yann Duchesneau? Oui, d'accord. Est-ce que tu vois les questions de James Marcotte? Non. OK. Je pense que ma connexion est peut-être moins bonne que la tienne. Alors, attends, moi, j'en ai deux sous les yeux. Veux-tu que je te les lise? Donc, est-ce que la réglementation du nettoyage des bateaux s'applique aux avions? Pour les avions, très bonne question. En fait, je ne sais pas s'il y a des hydravions qui se posent sur le lac des Piles. Peut-être que Joanne pourrait peut-être me dire là, si est-ce qu'ils ont des certificats de lavage également pour les avions? Présentement, effectivement, on a eu un hydravion en fin de semaine dernière qui a améri sur le lac des Piles. Il n'y a pas de procédure comme telle pour les hydravions, malheureusement. Par contre, ça a été porté à l'attention de la ville de Shawinigan et on va devoir faire un suivi là-dessus. C'est sûr que laver un hydravion, là, c'est assez complexe, là, mais je pense qu'effectivement, c'est des transporteurs de plantes exotiques envahissantes, donc il va falloir qu'on se préoccupe de ce problème-là. Parfait. Merci, Joanne, pour ce complément d'information. Je comprends la confusion sur la boîte de dialogue. On vient de m'indiquer que les questions t'avaient été adressées personnellement, Lauriane. C'est pour ça que je ne les voyais pas. Alors, OK.
J'en Bon, ai, en fait, je pourrais te laisser là, les lire puisqu'elles étaient inscrites au tout début. Là, puis après, j'en ai parfait, encore. Ouais. parfait. Donc, James Marcotte me demande comment on peut remplir le carnet si nous n'avons pas vu Sarah Maud. En fait, c'est vraiment le carnet, c'est vraiment les journées que Sarah est sur le terrain. Donc, c'est sûr que les journées que vous allez à la pêche puis que vous ne la voyez pas, mais malheureusement, il n'y a pas de carnet à remplir parce qu'en fait, c'est vraiment le carnet est relié vraiment à l'entrevue qu'elle va réaliser avec vous auparavant. Donc, on a vraiment ciblé 25 journées. Donc, ça se peut que dans d'autres journées, là, si vous allez à la pêche, que vous pouvez la croiser, mais on ne collecte pas les journées où est-ce que Sarah n'est pas sur le terrain. Donc, on se concentre là, sur notre échantillon là, de journées là, pour avoir un nombre représentatif là, de données. Et puis, M. Marcotte me demande également l'effet du BTI. En fait, nous, dans le cadre de notre étude, là, on n'évalue pas en fait l'effet du BTI. Là, vraiment, on se concentre sur les pêches. Je sais qu'en ce moment, il y a d'autres projets qui sont en cours là, au lac des Piles. Notamment, il y a un inventaire là, des insectes. Si je ne me trompe pas, Joanne, tu pourras compléter là, un inventaire là, de toute la faune entomologique des insectes qu'il y a présentement sur le lac des Piles. Je pense également qu'il va peut-être avoir aussi une étude comparative avec un autre lac. Donc, si tu veux compléter également là, cette question-là. Je vais laisser Guy, qui est notre directeur de l'environnement à l'association, qui est vraiment le chargé de projet là, pour ce projet-là. Fait que Guy, si tu veux compléter. Oui, effectivement, il va y avoir une étude faite par le groupe Hémisphère en collaboration avec le Parc national de la Mauricie. Ils vont comparer les deux lacs, le lac des Piles, qui est un lac affecté par l'activité humaine et le BTI et les bateaux, comparé au lac Caribou dans le Parc national, qui lui n'est pas affecté, presque pas affecté par l'activité humaine. Ça va être sur la biodiversité des invertébrés. Fait que, tout ce qui est invertébrés, mollusques, crustacés, insectes, etc. Puis, l'étude va débuter à la mi-août. Elle va se terminer à la fin vers la mi-octobre. Et on devrait avoir les résultats finaux de ça vers les fêtes. Merci, Guy, pour ton complément de réponse. OK. Est-ce que tu avais d'autres questions, Lauriane, sur ta boîte de dialogue à toi en privé? Non. OK. Moi, je vais en avoir des supplémentaires. Donc, on nous demande que suggérez-vous d'une remise à l'eau d'un poisson blessé? Pour les poissons blessés en tant que tels, il n'y a pas de technique là, supplémentaire. C'est sûr que d'appliquer un peu les mesures que j'ai énumérées précédemment, ça va éviter les blessures aux poissons. Parce que si vous capturez, par exemple, un jeune touladi qui n'a pas la réglementation, malheureusement, vous devez le remettre à l'eau, même si le poisson est blessé. Malheureusement, c'est comme ça que c'est fait la réglementation. Mais c'est sûr qu'en appliquant là, certaines mesures là, pour éviter là, de blesser le poisson, ça peut augmenter ses chances de survie. Parfait, merci. On demande également pourquoi est-ce que le lac sent parfois le poisson mort? Oui, ça a été relevé là, dans certains lacs, au lac des Piles, mais également sur certains autres lacs. Il y a aussi des mentions de poissons morts en tant que tels. En fait, il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas la réponse absolue à cette question-là. L'hypothèse principale qui est soulevée présentement en cette période assez de canicule et de sécheresse, c'est que vraiment les lacs et les cours d'eau sont dans un état d'étiage assez sévère. Donc, le niveau de l'eau un peu partout là, dans les rivières, les cours d'eau est très, très bas, ce qui favorise notamment le réchauffement de l'eau. Donc, l'eau est de plus en plus chaude. Quand l'eau est chaude, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça diminue l'oxygène. Donc, plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Donc, c'est vraiment une combinaison de facteurs qui pourrait là, favoriser peut-être une mortalité plus grande des poissons, notamment les poissons qui se tiennent plus sur le bord des rivages, là, comme la chigan ou la perche chaude. Donc, c'est sûr que ça affecte moins les poissons de fond, comme le touladi, parce qu'il est vraiment en profondeur et au frais, à l'abri de ces canicules-là. Mais c'est sûr que ça peut être un facteur important, là, les températures chaudes, les canicules exceptionnelles qu'on a depuis le début de la saison, là, qui a probablement favorisé là,
une plus grande mortalité des poissons, donc d'où l'odeur de poisson là, inhabituelle là, ou plus fréquente qu'on observe. Oui, effectivement. On a par la suite un commentaire, donc des remerciements pour la super présentation. Donc, je te les transmets, Lauriane. L'étude est appréciée. Donc, il est fait mention que l'étude a lieu en 2020. Toutefois, par le passé, il a été constaté des variances sur la présence de truites avec les années. Alors, comment est-ce que l'étude va prendre en compte cette variation-là de la pêche si on a seulement des échantillons pour 2020? Il y a eu des études qui ont été faites par le passé. Il y a des pêches qui ont été faites là, par le ministère là, dans les années précédentes. Donc, on a des données de ce qui a été fait là, par le passé. Donc, on peut un peu comparer. Et c'est surtout au niveau des entrevues. Donc, quand on demande aux pêcheurs, les pêcheurs, des fois, c'est eux qui vont nous donner le plus d'informations. Donc, si ça fait de 10, 15, 20 ans qu'ils pêchent au lac des Piles, bien, c'est eux qui vont nous dire finalement, est-ce que le succès de pêche, est-ce que vous trouvez qu'il est meilleur? Ils vont nous le dire, en fait, s'ils ont capturé plus ou moins de poissons depuis les dernières années. Ça va nous donner des tendances. Donc, c'est sûr que là, on va avoir un portrait pour cette année, mais on va pouvoir avoir peut-être des tendances là, avec ce qui a été fait là, par le passé. On nous demande une petite inquiétude, en fait, avec le peu de pêcheurs qu'on trouve au lac des Piles. Est-ce qu'on va vraiment être en mesure d'avoir un rapport juste de la situation en ce qui concerne les populations là, aquatiques? Bien, pour l'instant, là, Sarah Maud, là, tu pourras me compléter là, si je me trompe, mais je pense que ça va quand même assez bien. On a quand même beaucoup de réponses. Il y a quand même des pêcheurs. Peut-être qu'il n'y a pas une très grande quantité de pêcheurs, mais ils sont souvent les mêmes. Donc, on a quand même une bonne représentativité, là, surtout là, les fins de semaine quand il fait beau. Là, je pense qu'il y a quand même des pêcheurs là, qui sont là. Donc, je pense que moi, je suis assez optimiste pour avoir des données là, qui sont quand même justes là, pour donner un rapport là, qui va être de qualité. Là. Est-ce qu'il est suggéré... Oui, est-ce qu'on a excuse-moi, Stéphanie. Oui, effectivement. Ben, dans le fond, il n'y a pas eu des journées où j'ai jamais croisé personne, où j'ai jamais croisé aucun pêcheur. Donc, non, c'est ça. Il y a toujours, à tous les jours, eu des pêcheurs. Oui, il y a des journées, effectivement, la semaine aussi, où c'est moins fréquenté, il y a moins de gens. Mais il y a toujours eu des pêcheurs. Puis, c'est ça, il y en a aussi qui sont fréquents quand même. Puis, eux autres, c'est des habitués, justement. Puis, souvent, ils sont là depuis longtemps, puis ils font des bons commentaires, des commentaires constructifs là, sur ce qui s'est passé dans les années précédentes aussi, puis versus ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est ça. Merci, Sarah, pour ce complément d'information. Est-ce qu'il est suggéré de pêcher systématiquement les barbottes que l'on voit souvent au bord de l'eau? Bien, en fait, c'est vraiment un personnel à chacun. Dans le fond, il n'est pas suggéré de le faire. En fait, la barbotte n'est pas une espèce envahissante, n'est pas une espèce qui va nuire aux autres espèces. Donc, il n'y a pas de recommandation en tant que telle par rapport à cette espèce-là plus qu'à une autre. Donc, si vous désirez pêcher de la barbotte, vous pouvez le faire. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de limite là, de possession, pas de limite de taille non plus. C'est sûr que des fois, c'est un poisson qu'on dit de fond. C'est peut-être moins prisé par il y a certains pêcheurs qui aiment la barbotte. En fond, c'est certain là, que c'est pas tout le monde qui apprécie nécessairement de manger de la barbotte, là, mais c'est pas nécessaire là, de systématiquement là, la capturer parce qu'il n'y a pas de problème lié à cette espèce-là. Donc, c'est pas une espèce envahissante, c'est pas une espèce qui va nuire aux autres poissons. Donc, c'est juste à la discrétion des pêcheurs s'ils veulent la pêcher, finalement. Excellent. On a une question qui est en lien avec un phénomène qui nous a déjà été reporté là, dans les dernières semaines. Donc, des plongeurs ont relevé un nuage laiteux entre 20 et 30 pieds. Est-ce qu'on a des précisions à ce sujet? Est-ce qu'on a observé une prolifération des espèces végétales dans le lac? Au niveau du nuage laiteux, effectivement, on a eu là, des échos de ça là, dernièrement. C'est sûr que c'est préoccupant parce que le lac des Piles, c'est une source d'eau potable importante pour la ville de Shawinigan. Je sais que plusieurs là, sont au courant de ça. Stéphanie, tu pourras me corriger si je me trompe, mais je pense que la ville est au courant de ce phénomène-là. Également, peut-être que le ministère aussi là, a eu vent de ça. Donc, c'est vraiment en investigation
présentement pour savoir l'origine de ça. Donc, c'est sûr que peut-être qu'on va être en mesure d'avoir plus de précision là, ultérieurement, mais effectivement, c'est quelque chose qui est préoccupant et qu'on doit faire, là, qui doit être investigué davantage. Oui, tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose? Bien, c'est pour complémenter le restant de la question à propos des espèces végétales dans le lac. Nous, personnellement, on n'a pas fait l'inventaire des espèces végétales dans le lac. Donc, à première vue, là, je ne sais pas s'il y a eu, peut-être c'est plus les résidents au cours des dernières années, s'ils ont vu une prolifération. Nous, de notre côté, là, de mon souvenir, on n'a pas de données par rapport à ça. Si on parle d'espèces envahissantes, présentement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Myriophylle haipi, donc il n'y a pas d'espèces envahissantes au lac des Piles. Donc, à ce niveau-là, là, c'est correct. Mais au niveau des autres espèces, là, je ne pourrais pas répondre, là, savoir s'il y a vraiment une augmentation par rapport aux autres années. Je ne pense pas qu'il y a eu de... Joanne peut-être pourra me corriger là-dessus, là, mais... En ce moment, ce n'est pas quelque chose qui a été évalué, je pense, là, les espèces végétales, mais comme je le dis, il n'y a pas de problématique nécessairement qui est rapportée par rapport à ça, là, notamment au niveau des espèces envahissantes. Je voudrais peut-être ajouter, je ne sais pas, dans la question qu'on vient de poser sur l'aspect laiteux, il y a une semaine ou deux, on a observé effectivement dans le fond du lac par des plongeurs certains phénomènes qu'on a apportés à la ville, les photos. Ça a été, puis un échantillonnage d'eau aussi, puis pour voir si c'était des cyanobactéries. On a suspecté une éclosion de cyanobactéries. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après l'analyse, ce n'était pas le cas. Donc, c'est toujours à surveiller quand on voit des changements comme ça dans l'eau. Je pense que c'est préoccupant. Puis quand on est avisé rapidement, on peut faire les analyses puis vérifier effectivement si ça peut être un problème au niveau du lac. Oui, effectivement, il faut rester vigilant. Hein. Effectivement, tu fais bien de le mentionner. On nous stipule que l'eau, elle est gardée haute au lac. Est-ce que ça cause des problèmes? Pour le niveau de l'eau, en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de sécheresse en ce moment. C'est sûr que le fait de maintenir une certaine quantité d'eau dans le lac, ça peut peut-être donner un petit coup de main là, pour les communautés de poissons, parce que si l'eau baisse trop, ben là, ça peut faire en sorte que, par exemple, il y a des zones de frais qui tombent à sec. Donc, par exemple, pour l'achigan qui va frayer plus sur le bord de l'eau, si le niveau du lac baisserait trop, ben ça pourrait exposer certaines zones. Donc, pour l'instant, le fait de garder le niveau de l'eau haute, comme qu'il est présentement, ça ne cause pas de problème à l'environnement. Au contraire, en ce moment, ça peut peut-être donner un petit coup de pouce au fait de garder un certain volume d'eau plutôt que de le laisser baisser. Puis quand l'eau baisse aussi, comme je le disais, bien, ça peut augmenter la température de l'eau, donc diminuer l'oxygène, donc aussi faire la prolifération d'espèces végétales. Donc, tout ça est comme enclenché. Donc, le fait de garder le niveau de l'eau présentement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas néfaste là, au contraire là, pour nos poissons puis l'environnement du lac. Merci, Lauriane. Sur la boîte de dialogue, de conversation, ça fait le tour des questions. Peut-être qu'on peut attendre quelques secondes pour laisser la chance, là, si jamais il y a une question supplémentaire qui arrive, de vive voix ou sur la boîte de conversation. Mais sinon, ça semblerait faire le tour là, des questionnements. Peut-être que j'en profiterai pour faire une petite annonce. La Ville va également procéder à une étude parce qu'on a constaté, les riverains ont fait des observations concernant une diminution d'achigan petite bouche. Puis là, Guy, tu me corrigeras. Et de l'ellipsio de l'Est, les petites moules. Donc, il y aura aussi une étude sur ça parce qu'on observe effectivement des changements au lac des Piles durant ces dernières années. Puis je pense que c'est important là, de bien documenter puis de bien faire des études scientifiques pour voir c'est quoi les causes de tout ça. Merci, Joanne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, Lauriane, non.
Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier pour votre présence puis pour les discussions qu'on a eues pendant la période de questions. C'est très apprécié. On voit que vous avez la santé de votre lac à cœur. Puis, probablement que certains d'entre vous, s'ils vont à la pêche, vont croiser Sarah Maud là, cet été. Puis, ça va me faire plaisir. Là, je vous invite encore une fois là, à garder l'œil ouvert. Là. Joanne va vous envoyer une invitation là, octobre, novembre, on va sûrement se recroiser là, pour une seconde rencontre. Là, je vais pouvoir avoir le plaisir de vous présenter les résultats. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis merci beaucoup, là, encore une fois, de votre présence.